Bienvenue à tous pour ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans le monde de la cybercriminalité. On va essayer de comprendre comment fonctionne cette économie souterraine. D'accord, Et croyez-moi, elle ressemble beaucoup à une économie traditionnelle, avec ses spécialistes, ses marchés, ses flux de trésorerie. tout à fait. Et pour décrypter tout ça, on va s'appuyer sur un module de formation dédié à la cybercriminalité. Super. La première chose qui saute aux yeux quand on se penche sur ce sujet, c'est le niveau d'organisation de cet écosystème. On parle de quoi, ouais? Et imaginez un marché noir numérique version XXL. Les hackers peuvent acheter et vendre des données volées, des outils de piratage, mais aussi collaborer entre eux, apprendre les uns des autres et même recruter des talents. C'est dingue. On parle bien d'une économie parallèle qui prospère dans l'ombre. Et ce qui est inquiétant, c'est la résilience de cet écosystème. Oui. Notre module de formation souligne un point crucial. Malgré les efforts pour fermer les plateformes illégales de nouvelles, apparaissent sans cesse. Exactement. C'est comme une hydre, on lui coupe une tête, deux autres au bout poussent. Qu'est-ce qui explique cette capacité d'adaptation? Plusieurs facteurs. L'anonymat du dark web, bien sûr, un réseau difficile d'accès où les cybercriminels peuvent opérer en toute discrétion. Ensuite, la nature décentralisée des crypto-monnaies qui rend le traçage des transactions extrêmement difficile. Et puis, n'oublions pas la rapidité d'évolution des technologies qui donne un temps d'avance aux hackers. Donc, pour lutter contre la cybercriminalité, il faut d'abord comprendre comment les cybercriminels génèrent des revenus. Oui, Le module met en avant 3 méthodes principales: le vol, le travail irrémunéré et l'extorsion. Commençons par le vol, la méthode la plus directe, on pourrait penser. oui, Mais au-delà du simple piratage de comptes bancaires, il existe des techniques plus subtiles comme le phishing et l'ingénierie sociale. ah oui, tout à fait. Le but est de tromper les victimes pour qu'elles révèlent elles-mêmes des informations sensibles. Prenons l'exemple des arnaques aux faux supports techniques. Un individu se fait passer pour un technicien d'une entreprise connue et persuade la victime qu'il y a un problème avec son ordinateur. Il l'incite ensuite à lui donner accès à sa machine ou à lui fournir ses coordonnées bancaires. C'est incroyablement pervers comme technique. On est loin de l'image du hacker solitaire tapant du code dans un sous-sol. On est face à de véritables manipulateurs. Oui. Et qu'en est-il du travail rémunéré? C'est fascinant de voir que certains criminels proposent leurs compétences comme on postulerait pour un travail normal. Absolument. Imaginez un hacker qui propose ses services pour lancer une attaque par déni de service, une attaque DDoS. Oui. Le client vous rend le concurrent paix pour paralyser le site web ou les systèmes de sa cible. C'est comme embaucher un tueur à gages numérique, Hmm. en quelque sorte. Plutôt que de voler directement, on paie pour perturber voire détruire. Et puis, il y a l'extorsion, un domaine qui a explosé ces dernières années avec l'essor des ransomware. Ah oui, les ransomware sont devenus un véritable fléau. Le principe est simple, les pirates informatiques cryptent les données de leurs victimes, les rendant inaccessibles, et exigent une rançon pour les déverrouiller. Imaginez le chaos que cela peut causer pour une entreprise, Oui, ou même pour un particulier qui perd l'accès à ses photos de famille. exactement. Le module mentionne aussi la menace de fuite de données comme une autre forme d'extorsion. Oui. Concrètement, les pirates menacent de divulguer des informations sensibles, des emails compromettants, par exemple, pour faire chanter leurs victimes. Tout à fait. C'est une situation très délicate car elle touche à la réputation, à la confidentialité. D'accord. Donc, on a vu que les cybercriminels ont développé tout un arsenal de techniques pour générer des revenus. Mais il y a un élément qui semble jouer un rôle central dans toutes ces activités de la crypto-monnaie. Effectivement, la crypto-monnaie est devenue la monnaie de prédilection du monde cybercriminel. Mais avant d'explorer ce lien plus en détail, peut-être devrions-nous rappeler ce qu'est la crypto-monnaie. Oui, bonne idée. Je pense que certains de nos auditeurs ne sont pas familiers avec ce concept. Alors pour faire simple, la crypto-monnaie est une monnaie numérique qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions. Le Bitcoin est l'exemple le plus connu, mais il existe aujourd'hui des milliers de crypto-monnaies différentes qu'on appelle des altcoins. Et ce qui attire les cybercriminels, c'est l'aspect crypto de la crypto-monnaie, n'est-ce pas? Tout à fait. L'anonymat et la décentralisation offerts par les crypto-monnaies sont des atouts majeurs pour les cybercriminels. Il n'y a pas de banque centrale ou d'autorité gouvernementale qui contrôle les transactions. Donc, contrairement à une transaction bancaire classique, il est très difficile, voire impossible de remonter jusqu'au propriétaire d'un compte en crypto-monnaie. Exactement. Cela rend le traçage des fonds extrêmement difficile pour les forces de l'ordre. Le module souligne d'ailleurs que la crypto-monnaie est devenue la monnaie du dark web, où les criminels peuvent échanger des biens et services illégaux en toute discrétion.
On comprend mieux pourquoi les pirates informatiques exigent souvent un paiement en Bitcoin lorsqu'ils lancent une attaque de ransomware. Absolument. Et la crypto-monnaie joue aussi un rôle crucial dans le blanchiment d'argent. D'accord? Les criminels utilisent des techniques sophistiquées pour obscurcir l'origine illicite des fonds. Ok, on voit donc comment la crypto-monnaie s'imbrique dans cet écosystème criminel. On a parlé des techniques de vol, d'extorsion, de travail à la demande. Oui. Mais comment tout cela s'organise-t-il concrètement? Comment ces différentes pièces s'assemblent-elles pour former une véritable économie? Le module de formation propose une étude de cas hypothétique qui pourrait nous éclairer sur ce point. Oui, tout à fait. Cette étude de cas nous permet de visualiser comment les différentes étapes d'une opération cybercriminelle sont interconnectées. Elle nous montre le parcours de l'argent depuis la création d'un logiciel malveillant jusqu'au blanchiment des profits. On va décortiquer tout cela ensemble pour mieux comprendre les rouages de cette économie souterraine. Parfait. J'ai hâte de plonger dans cette étude de cas avec vous. C'est parti. Alors pour cette étude de cas, imaginez une organisation criminelle qui a développé un logiciel malveillant capable d'enregistrer les frappes au clavier et de capturer des copies d'écran. On parle ici de pouvoir accéder à tout ce qu'une victime tape sur son ordinateur, ses mots de passe, ses numéros de carte de crédit, ses conversations privées. Rien que d'y penser, ça fait froid dans le dos. On réalise à quel point nos données personnelles sont vulnérables. Oui. Mais une fois que le logiciel malveillant est créé, comment font-ils pour l'installer sur les ordinateurs de leurs victimes? Le module de formation met en avant une technique bien rodée, l'achat de listes d'adresses e-mail auprès de courtiers spécialisés dans ce genre de données. Ah oui. C'est un marché noir en soi où des informations personnelles sont vendues au plus offrant. Ensuite, ces adresses e-mail sont utilisées pour envoyer des emails de phishing conçus pour tromper les destinataires. Les fameux emails de phishing. On en reçoit tous régulièrement. Exactement. Ces emails ont l'air de provenir d'organisations légitimes, comme des banques ou des entreprises connues. Oui. Mais en réalité, ils contiennent des liens ou des pièces jointes infectées. Tout à fait. Et si on clique dessus, on ouvre la porte au logiciel malveillant. C'est ça. C'est vraiment sournois. Les cybercriminels jouent sur notre confiance et notre inattention pour propager leur logiciel malveillant. Et une fois que l'ordinateur est infecté, le logiciel se met au travail enregistrant les frappes au clavier, capturant des copies d'écran et transmettant toutes ces informations à l'organisation criminelle. Et là, on entre dans la phase de monétisation. Comment les cybercriminels transforment-ils ces données volées en argent sonnant et trébuchant? Il y a plusieurs options. Ils peuvent tenter de vider directement les comptes bancaires des victimes en utilisant les informations de connexion volées. Ils peuvent aussi revendre ces identifiants sur des marchés noirs spécialisés où d'autres criminels pourront les exploiter à leur tour. Imaginez un peu l'ampleur de ce trafic d'identifiants et de données sensibles. C'est une véritable industrie souterraine. C'est assez vertigineux, mais l'étude de cas ne s'arrête pas là. Elle met en lumière un autre élément crucial, les mules financières. Ah oui, Pouvez-vous nous expliquer ce concept? bien sûr. Les mules financières sont des individus souvent crédules ou dans une situation précaire qui sont recrutés par les organisations criminelles pour servir d'intermédiaires dans le blanchiment d'argent. D'accord. Concrètement, l'organisation transfère des fonds volés sur les comptes des mules qui les retirent ensuite en liquide ou les transfère vers d'autres comptes, souvent situés à l'étranger. Donc en utilisant des intermédiaires, les cybercriminels brouillent les pistes et rendent le traçage des fonds beaucoup plus difficile pour les autorités. C'est astucieux, mais terriblement cynique d'exploiter la vulnérabilité de ces personnes. C'est une réalité tragique. Ces mules sont souvent manipulées, menacées ou contraintes de participer à ces opérations illégales. Elles prennent tous les risques alors que les cerveaux d'opération restent dans l'ombre. Et on imagine que la crypto-monnaie joue un rôle clé dans cette dernière étape du blanchiment d'argent. Absolument. Le module de formation précise que les mules sont souvent obligées d'acheter de la crypto-monnaie avec l'argent volé, puis de transférer cette crypto-monnaie vers des comptes contrôlés par l'organisation criminelle. L'anonymat et la décentralisation des crypto-monnaies rendent ces transactions très difficiles à tracer, ce qui permet aux criminels de blanchir leurs profits et de disparaître dans la nature. C'est donc la boucle est bouclée. On a vu comment les cybercriminels utilisent des techniques sophistiquées pour voler des données, les monétiser puis blanchir l'argent sale en utilisant des intermédiaires et des crypto-monnaies. Cette étude de cas, même si elle est hypothétique, nous donne une vision assez claire du fonctionnement de cette économie souterraine. C'est exact. Elle souligne la complexité et l'interconnexion des différentes étapes d'une opération cybercriminelle. Chaque étape s'appuie sur la précédente, formant un système global difficile à démanteler. Et on comprend mieux pourquoi la cybercriminalité est un défi majeur pour les autorités et les experts en cybersécurité. Tout à fait. Les cybercriminels sont en constante évolution.
Ils adaptent leurs techniques, exploitent les nouvelles technologies et profitent de la moindre faille dans les systèmes de sécurité. Face à une menace aussi sophistiquée, on se demande quelles sont les solutions pour se protéger, pour lutter contre ce fléau. Est-ce qu'on est condamné à subir la loi des cybercriminels? Heureusement non. Le module de formation propose des pistes de réflexion et des conseils pour renforcer la sécurité numérique, aussi bien pour les individus que pour les entreprises. C'est rassurant. J'ai hâte d'explorer ces solutions avec vous. On en parle tout de suite après une courte pause. Bon, on a vu que la cybercriminalité est une vraie menace avec des techniques de plus en plus sophistiquées. Mais heureusement, on n'est pas totalement démunis. Le module de formation propose des pistes pour renforcer notre sécurité numérique. Par quoi on commence selon vous? La sensibilisation avant tout. Il faut comprendre les tactiques des cybercriminels. Le phishing, l'ingénierie sociale, les ransomware. Plus on est conscient des risques, plus on est à même de les éviter. Oui, c'est vrai, on a tous un rôle à jouer. Ne pas cliquer sur des liens suspects dans des emails. Vérifier l'authenticité des expéditeurs, ne jamais divulguer d'informations sensibles à des sources non fiables. Des gestes simples, mais qui peuvent faire la différence. Exactement. Le module insiste aussi sur l'importance des mots de passe robustes et uniques pour chaque compte en ligne. Un bon mot de passe, c'est un mot de passe long, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Et on évite d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes. Pas facile de retenir tous ces mots de passe complexes. Heureusement, il existe des gestionnaires de mots de passe qui peuvent nous simplifier la vie. En parlant de simplification, est-ce qu'on pourrait résumer tout ça en disant qu'il faut être plus vigilant, plus méfiant dans nos interactions en ligne? Oui, c'est une bonne synthèse. Il faut adopter une attitude plus critique face aux informations qu'on reçoit en ligne, aux sollicitations qu'on nous adresse. Et bien sûr, il faut mettre à jour régulièrement nos logiciels et systèmes d'exploitation. Les pirates informatiques exploitent souvent les failles de sécurité des logiciels obsolètes. C'est un peu comme laisser sa porte d'entrée ouverte en espérant que personne n'en profite pour entrer. Et en plus des bonnes pratiques, il y a aussi des outils de protection à mettre en place, n'est-ce pas? Bien sûr. Le module recommande l'utilisation d'un logiciel antivirus fiable ainsi que d'un pare-feu. Ces outils constituent une première ligne de défense pour bloquer les intrusions et les attaques. Et pour les entreprises, quelles sont les mesures clés à mettre en place? On imagine que les enjeux sont plus importants pour elles. Le module préconise une approche multifacette. La formation des employés aux bonnes pratiques de cybersécurité est essentielle. Il faut aussi mettre en place des politiques de sécurité strictes avec des protocoles d'authentification, renforcer des contrôles d'accès aux données sensibles. Et bien sûr, investir dans des solutions de sécurité robustes. On parle de sauvegarde régulière des données de surveillance du réseau pour détecter les activités suspectes, de plans de reprise d'activité en cas d'attaque. C'est tout un arsenal à déployer. On se rend compte que la cybersécurité est un combat de tous les instants. Exactement. C'est une course permanente entre les pirates informatiques qui cherchent à exploiter les failles et les experts en sécurité qui s'efforcent de les colmater. C'est pourquoi il est important de rester vigilant, de s'adapter aux nouvelles menaces et de collaborer pour renforcer nos défenses collectives. Un message important à retenir. La lutte contre la cybercriminalité ne concerne pas que les experts ou les grandes entreprises. Individus, entreprises, gouvernements, on doit tous travailler ensemble pour protéger nos données, nos systèmes et notre économie numérique. Tout à fait. Le module de formation nous a permis de mieux comprendre les rouages de cette économie souterraine, ses acteurs, ses techniques. Comprendre le problème, c'est le premier pas pour le combattre efficacement. Voilà qui conclut notre plongée dans l'univers de la cybercriminalité. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux cerner les enjeux, les risques et les solutions pour naviguer plus sereinement dans le monde numérique. La connaissance est notre meilleure arme. En étant informés, vigilants et proactifs, nous pouvons tous contribuer à bâtir un monde numérique plus sûr et plus résilient. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive, une nouvelle exploration d'un sujet passionnant. D'ici là, restez curieux, restez prudents et surtout restez connectés.